Nobunaga, Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, les trois hommes qui ont mis un terme aux violentes guerres civiles. L'histoire les a retenus sous le nom d'unificateurs. Au Japon, il y a une histoire qui décrit le caractère des trois unificateurs. Nobunaga, Hideyoshi et Ieyasu observent un coucou et attendent qu'il chante. Mais l'oiseau ne chante pas. Nobunaga dit « Petit oiseau, si tu ne chantes pas, je te tuerai ». Hideyoshi dit « Petit oiseau, si tu ne chantes pas, je te ferai chanter ». Et Ieyasu dit « Petit oiseau, si tu ne chantes pas, j'attendrai que tu chantes ». Ieyasu était un stratège patient qui attendait que les choses tournent en sa faveur. Et là, il agissait. Après la mort de Nobunaga, Ieyasu et Hideyoshi se retrouvent face à face dans une partie d'échecs où chacun essaie de se montrer plus malin que l'autre. Comme chef militaire, Ieyasu était un homme courageux qui n'hésitait jamais durant la bataille. Cependant, malgré toute sa bravoure, c'était aussi un homme prudent. Voici une histoire célèbre à son sujet. Ieyasu avait la réputation d'être un excellent cavalier. Un jour, ses troupes et lui devaient traverser un pont très étroit qui surplombait une rivière déchaînée. Chacun attendait de voir comment le grand Ieyasu allait chevaucher sur ce pont dangereux. À la surprise de ses hommes, Ieyasu descendit de cheval, prit les rênes à la main et avec précaution guida son cheval de l'autre côté de la rivière. C'était un homme vigilant, et je pense que c'est grâce à ce genre de prudence qu'il a remporté ses batailles. Alors que Ieyasu fait preuve de retenue et agit en stratège méticuleux, Hideyoshi, pour sa part, agit avec rapidité et résolution. Hideyoshi est de souche paysanne. Fils d'un humble fantassin, il est sorti du rang par lui-même. Il s'est imposé comme un brillant général aux yeux de tous et entretient cette vision grandiose de lui-même. Quand ma mère me mit au monde, elle reçut un présage miraculeux. La nuit de ma naissance, la chambre fut soudain emplie de la lumière du soleil, changeant la nuit en jour. Et l'on prédit que l'enfant dont la naissance avait été accueillie par de tels miracles accomplirait des exploits extraordinaires. Cette prédiction, je l'ai réalisée. Peu après qu'Hideyoshi a pris les rênes, Ieyasu s'oppose à lui, mais il ne tarde pas à comprendre qu'il a plus à gagner à être l'allié d'Hideyoshi que son ennemi. Hideyoshi récompense la loyauté d'Ieyasu en lui remettant de vastes terres et lui ordonne d'établir son quartier général dans le village de pêcheurs isolé d'Edo, 500 km à l'est du château d'Hideyoshi, à Osaka. Certains auraient pu prendre ce présent comme une insulte. Mais à Edo, le village qui deviendra Tokyo, Ieyasu occupe ses troupes à la construction d'un immense château fortifié sur 5 niveaux. Derrière les murs d'Osaka, Hideyoshi est accaparé par la fortification de son propre château. Réputée comme la forteresse la plus imprenable de son temps, c'est aussi l'une des plus ostentatoires. Le château d'Osaka jouit d'une position stratégique. Il est proche du palais de l'empereur, à Kyoto. Depuis des siècles de souverain, l'empereur n'a que le nom, et ceux qui détiennent le véritable pouvoir l'ignorent. Il partage ses journées entre les mondanités, la calligraphie et la poésie. À l'époque d'Ieyasu, la cour est encore dénuée de pouvoir, mais malgré tout, elle seule peut nommer le shogun. Ainsi, du point de vue symbolique, la cour reste l'ultime arbitre.
C'est pourquoi tous les seigneurs de la guerre se rendent à Kyoto. Il faut amener l'empereur à reconnaître que vous êtes le plus puissant des combattants présents sur le champ de bataille. Cherchant à s'attirer les faveurs de l'empereur, Hideyoshi l'invite à des représentations de théâtre no et des récitals de musique. Mais l'empereur se refuse à décerner le titre de shogun à ce guerrier de souche paysanne. Ieyasu, pour sa part, a toujours autant soif de pouvoir et il offre plus à l'empereur que des invitations. Il arrange un mariage entre l'une de ses petites filles et le fils de l'empereur. Tous les seigneurs du Japon utilisaient la famille pour cimenter des alliances. Ils mariaient leurs filles ou leurs fils. Ieyasu en particulier avait de nombreux fils qu'il pouvait utiliser. Il est placé pour soutenir son gouvernement naissant. Une fois installé comme seigneur militaire indépendant, il pourrait ensuite être appelé pour lui apporter leur soutien. À l'inverse, Hideyoshi, le rival d'Ieyasu, ne parvient pas à avoir d'héritier mâle. Il finit par adopter l'un de ses neveux et le prépare à devenir son successeur. Puis, à 60 ans, Hideyoshi arrive enfin à engendrer un fils. Cet enfant, baptisé Hideyori, est le joyau de sa vie. Toutes les pensées d'Hideyoshi sont désormais tournées vers la sécurité et la survie de son fils. Je ne saurais décrire mon ennui lorsque Hideyori n'est pas avec moi. C'est comme si je gardais une maison vide. Je le redis une nouvelle fois, il faut redoubler de vigilance contre les incendies. Chaque soir, je veux que des rondes vérifient les chambres au moins par 2 fois. Tandis qu'Hideyoshi devient obsédé par son fils, son enfant adoptif désormais adulte est en péril. Vers la fin de sa vie, Hideyoshi est devenu de plus en plus imprévisible. Il était de plus en plus cruel, pour ne pas dire sadique. Et quand il a enfin eu un héritier de sang, il a ordonné au jeune homme qu'il avait préalablement choisi comme héritier de se suicider. Hideyoshi ordonne ensuite que toute la famille de son fils adoptif soit mise à mort. Un missionnaire a relaté les faits. Ils furent tractés sur des charrettes à la vue de tous, 31 femmes et dames de compagnie avec les 2 fils et la fille de son enfant adoptif. Le plus vieux n'avait pas plus de 5 ans. Tous leurs corps furent jetés dans une fosse sur laquelle on construisit une petite chapelle avec une tombe portant cette inscription, le tombeau des traîtres. Peu après, la santé d'Hideyoshi se met à décliner. Il écrit son poème de mort. Comme la rosée, je tombe. Comme la rosée, je disparais. Même la forteresse d'Osaka n'est qu'un songe dans un songe. Hideyoshi appelle Ieyasu et 4 des plus puissants daimyo à son chevet. Il les nomme protecteurs légaux de son fils de 5 ans, Hideyori, son héritier et futur maître du Japon. Ieyasu jure de protéger le jeune garçon sur sa vie, un serment qu'il aura bien du mal à tenir. On dit que la guerre est une malédiction, qu'il ne faut y avoir recours que lorsqu'elle devient inévitable. Toutefois, en temps de paix, il ne faut pas oublier que des troubles peuvent survenir. Ieyasu est sur ses gardes. Des daimyo, inquiets de son pouvoir grandissant, commencent à comploter contre lui. Les terres d'Ieyasu s'étendent désormais à travers tout le Japon. Et il a la ferme intention de les conserver et de consolider son pouvoir. Un des surnoms d'Ieyasu était le vieux blaireau, en raison de sa ruse et de sa capacité à attendre.
Il a attendu jusqu'à la mort d'Hideyoshi, jusqu'à temps d'avoir une force supérieure, et c'est là qu'il est passé à l'action pour devenir le chef militaire dominant du Japon. Ieyasu mobilise ses troupes. Il envoie une de ses divisions au château d'Ogaki, où ses ennemis se rassemblent. Quand la bataille commence, les femmes et les enfants se réfugient à l'abri. Ieyasu envoya une force colossale pour assiéger le château, et ils combattirent nuit et jour. Une jeune femme présente dans le château racontera plus tard à sa famille cette expérience terrifiante. Les mères, les concubines et les filles étaient toutes dans la tour, où elles moulaient des balles. C'était la panique. Une balle frappa mon jeune frère et le tua sur le coup. Ce fut une vision déchirante. Nous nous disions que nous allions mourir. Il ne restait plus que la peur et l'horreur. À mesure que la bataille approche de son terme, les têtes des guerriers tués sont ramenées au château afin d'être préparées pour la présentation rituelle au vainqueur. Même dans la mort, le samouraï doit être présenté comme un adversaire digne. Les femmes présentes dans le château lavaient les têtes et les maquillaient car elles apportaient la preuve que quelqu'un d'important avait été tué. Cet aspect des pratiques de l'époque serait totalement inconcevable pour les gens d'aujourd'hui, pour les femmes d'aujourd'hui. Toutes les têtes tranchées furent apportées dans la tour. Nous n'en avions absolument pas peur et nous dormions au milieu de l'odeur fétide de ces têtes ensanglantées. Victorieuses à Ogaki, les troupes d'Ieyasu se lancent maintenant à la poursuite des armées des daimyo rebelles. Elles vont s'affronter dans une vallée étroite, à l'ouest du village de Sekigahara. Cette bataille va changer le cours de l'histoire du Japon. Ieyasu installe son poste de commandement au sommet d'une colline qui surplombe la vallée et attend la nuit durant que le reste de ses armées arrive. À l'aube, le médecin personnel d'Ieyasu écrit à la hâte dans son journal « Pluie légère, épais brouillard dans la vallée, nous n'y voyons rien. Nous arrivons tout juste à distinguer les bannières ennemies. » À cheval, le seigneur Ieyasu a observé leur position et estimé la distance à 4 km. L'armée d'Ieyasu est en infériorité numérique. Ses 50 000 soldats font face à 80 000 ennemis. Il attend que son fils arrive avec des renforts. Mais à 8 heures du matin, le brouillard se dissipe soudainement et les deux armées se découvrent à distance de combat. Ieyasu ne peut plus attendre. Ayant rassemblé ses troupes, il les envoie au combat en lançant son célèbre cri de guerre. Il n'y a que deux façons de revenir du champ de bataille, avec la tête d'un ennemi ou sans la vôtre. Ieyasu observe ses troupes luttant contre l'implacable loi du nombre. Mais soudain, le vent tourne. Plusieurs daimyo ennemis et leurs armées, convaincus de la victoire finale d'Ieyasu, se rallient à ses forces. Vers 2 heures de l'après-midi, les troupes d'Ieyasu sont venues à bout de l'armée rebelle. La bataille de Sekigahara a mis un terme aux guerres entre États et marqué le début d'une nouvelle ère. Elle a constitué un tournant capital